Bonjour à tous, merci de vous être connectés nombreux aujourd'hui. On va passer ensemble 3/4 d'heure, 1 heure pour parler des bases de données sur AWS, des solutions sur mesure. Je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Damien Araghi, je suis Principal Solutions Architect chez AWS. C'est un rôle qui consiste à conseiller, aider techniquement nos clients, en particulier nos clients entreprises, mais pas que, dans leur chemin vers l'adoption du cloud AWS, afin qu'ils puissent le faire de la manière la plus efficace, la plus rapide, la plus optimisée possible en termes de coûts aussi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage de partager ce webinaire avec Sébastien Nérieux, qui va venir tout à l'heure vous présenter une expérience qu'il a eue au centre de Teamwork avec l'un de ses clients qui a choisi de migrer sa base de données sur AWS. Donc ça arrivera en deuxième partie de présentation. Donc bonjour aussi Sébastien qui est ici à côté de moi, vous le verrez tout à l'heure. Donc les bases de données sur AWS, voilà le programme d'aujourd'hui. Voilà le programme donc d'aujourd'hui. Petit problème de slide, c'est réglé. Donc l'agenda va comprendre une brève introduction afin qu'on se mette tous d'accord sur quel est le rôle aujourd'hui des données et donc forcément des systèmes qui les gèrent, des systèmes de gestion de bases de données, et comment on appréhende ce problème chez AWS et les opportunités qui y sont associées, essentiellement comme toujours chez AWS, en travaillant avec nos clients, en les interrogeant, en comprenant quels sont leurs besoins, là où ils ont besoin qu'on leur apporte des solutions pour aller vers le marché plus rapidement avec des technologies toujours plus adaptées. On va ensuite rentrer un peu plus profondément dans ces solutions. On va les décrire. On n'a malheureusement pas le temps aujourd'hui d'aller en détail sur chacune des solutions, mais on va passer un petit peu de temps pour que vous puissiez les comprendre au mieux. Troisième partie, les outils de migration, puisqu'il n'y a pas que des nouvelles applications. Il y a énormément de systèmes existants sur le cloud ou hors du cloud. Et les personnes opérant ce système, du moment qu'ils décident de venir profiter des avantages des bases de données sur AWS, ont besoin d'outils pour être plus efficaces dans cette migration. Donc on va évoquer une partie des outils que l'on propose pour faciliter ces migrations, pour qu'elles soient faites de manière la plus fiable et la plus rapide possible. Ensuite, je passerai la main à Sébastien de Teamwork pour nous faire un témoignage terrain très concret sur une migration qu'il a pu accompagner chez un de ses clients, avec succès, bien sûr. Et puis, à la toute fin de ce webinaire, on va évoquer le programme Database Freedom, qui est un ensemble d'initiatives prises par AWS pour accélérer les projets de migration chez nos clients et leur permettre justement d'avoir cette nouvelle liberté, et on verra dans quel sens, dans des sens multiples, cette nouvelle liberté dans le choix des solutions de base de données qui vont sous-tendre l'ensemble de leurs applicatifs. Donc voilà pour le programme. En parallèle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur l'outil. On essaiera d'y répondre alors soit pendant cette discussion, soit à la fin, dépendant du temps qu'il va nous rester. Et puis pour les autres, on reviendra vers vous individuellement avec des réponses, bien sûr, à toutes les questions qui peuvent surgir, que vous avez peut-être déjà dès ce début de discussion, ou qui vont surgir au fur et à mesure de la présentation, je l'espère. On va commencer. Donc, ça ne vous surprendra pas si je vous dis qu'aujourd'hui, les données sont devenues un atout stratégique pour toute organisation. Et vraiment pour toute organisation. On peut penser depuis la start-up, la vraie start-up avec une toute petite équipe, jusqu'à des groupes multinationaux. J'ai eu personnellement la chance de travailler avec des clients aussi divers que ceux-là depuis les plus de 5 ans et demi que je fais partie d'AWS France en tant qu'architecte. The Economist nous dit que c'est la ressource la plus précieuse au monde. Ce n'est plus le pétrole, ce sont maintenant les données. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre de cela, mais aujourd'hui, la capture de données, leur exploitation, leur transformation, leur enrichissement vont permettre d'apporter de la valeur aux organisations. Et c'est dans ce sens que ces mêmes organisations qui sont
pour beaucoup d'entre elles, nos clients, deviennent de plus en plus exigeants en termes des outils qu'elles vont pouvoir utiliser pour exploiter ces données. C'est devenu vraiment la clé de voûte d'un nombre croissant d'activités au sein de tous les secteurs, qu'on parle du manufacturing ou de la finance ou de la game tech, par exemple. Alors, les bases de données, elles ne sont pas été créées hier, elles existent depuis un bon moment, elles se portent plutôt pas trop mal dans leur version classique. Alors, avant le cloud, dans un temps lointain, on gérait essentiellement les bases de données on-prem, comme on dit, c'est-à-dire en propre ou dans des solutions d'hébergement classiques. Alors, quelle était cette complexité liée à faire les choses de manière traditionnelle? Parce que pourquoi pas? Premièrement, tout ce qui est installation du matériel et des logiciels, même plus qu'installation, j'ai envie de dire définition de quel est le matériel nécessaire et quel va être ce matériel qui va nous permettre de gérer les besoins d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Donc il faut configurer ce matériel, définir ce besoin-là, arriver à avoir ce matériel à disposition, branché avec du réseau, de l'électricité, de la climatisation, bien sûr. Pour peu qu'il y ait un peu de succès, la base de données va chauffer un petit peu. Et puis, il faut installer des logiciels qui sont parfois assez complexes à installer et à configurer, ces fameux moteurs de base de données. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Il y a un cycle de vie, donc des correctifs à appliquer, des process de sauvegarde, bien sûr, à mettre en place, puisqu'encore une fois, ça va être au cœur de l'activité de l'organisation. Donc, on va vouloir avoir différents types de sauvegardes, parfois sur bande ou autre. Donc, vraiment des technologies qui sont assez anciennes, parfois. Et puis, au-delà de ça, ces systèmes qui sont au cœur, justement, de l'entreprise, on va vouloir qu'ils soient hautement, voire très hautement disponible, puisqu'un arrêt d'une base de données va souvent signifier un arrêt de tout un pan de l'activité de l'organisation. Donc on va rentrer dans des logiques de configuration en mode cluster, configuration de réplication pour atteindre cette haute disponibilité, et ça devient encore plus délicat. Et puis, comme je l'ai déjà un petit peu évoqué au début, on va être obligé de voir assez loin, je dis aujourd'hui, demain, après-demain, dans 3 ans, ça dépend de comment on va calculer l'amortissement de son matériel, on va être obligé de prévoir comment on dimensionne ce système en cas de succès, en cas de moindre succès, pour pouvoir gérer donc, la charge au niveau de la base. Donc aussi bien pour ce qui est calcul CPU, donc la mémoire vive sur les serveurs, et aussi les systèmes de stockage qui vont être souvent clés. On rencontre dans pas mal de types de workload de base de données, que c'est en fait au niveau de la couche de stockage qu'on a le facteur limitant pour la performance. Donc tout ça, dans une approche classique, il faut le gérer. Donc pour valoriser ces données, les clients doivent mettre en place ce type de solution, et ils se dirigent tout naturellement vers le cloud en y cherchant un certain nombre d'avantages. Quelles vont être les 2 manières de se diriger vers le cloud? Eh bien, tout d'abord, en faisant des, entre guillemets, j'ai envie de dire, simples migrations de type lift and shift, c'est-à-dire en prenant des applications existantes et en les déplaçant sur le cloud, où ils peuvent déjà obtenir un certain nombre d'avantages. Et puis aussi, pour leurs nouvelles applications, ils vont les construire directement vers le cloud, ce qui va ouvrir l'accès à toute une série d'approches. On va en toucher un mot tout à l'heure, de type, par exemple, microservices. Il y a bien sûr un chemin entre les deux, c'est-à-dire le fait de prendre une application legacy ou patrimonial en bon français, et de la transformer en mode microservice vers le cloud. Ça arrive quand le ROI est là, quand le retour sur investissement est là, qu'on travaille sur ce genre d'approche avec nos clients. Alors ces bases de données, je les ai évoquées sans donner de chiffres durs. Alors donnons au moins quelques fourchettes de ce qu'on entend aujourd'hui par des exigences qui pèsent sur ces systèmes. Alors, ce sont des fourchettes, mais ça permet de situer un petit peu les cas d'usage. Donc, sur une application traditionnelle qui va faire du CRM, de l'ERP, DRH, l'AP ou autre, on va voir typiquement dans une entreprise de taille moyenne ou un peu plus, entre 10 000 et 100 000 utilisateurs potentiellement connectés simultanément, pas tout le temps, mais on va dire en pic, des volumes de données de l'ordre du giga ou du téra, une performance
qui va être suffisante si on répond en termes de secondes, 1, 2, 5 secondes, et puis parfois jusqu'à des dizaines de milliers de requêtes qui vont arriver simultanément. L'accès va être fait essentiellement en interne, en mode intranet, si j'utilise ce terme un petit peu désuet. Et puis quand on va vouloir passer à l'échelle, traditionnellement, c'est du scale-up. Ça veut dire quoi du scale-up? Ça veut dire qu'on a un serveur, il est trop petit, on achète un serveur plus grand. Ou alors on a pris un serveur très très grand au départ, qui nous a coûté très très cher, donc on n'était pas très optimal en coût, mais on a toujours un serveur qui va servir un peu plus longtemps. Pour ce qui est de la facturation, eh bien, on va devoir l'acheter ce serveur, donc il y a vraiment un investissement dès le départ. Et la mise à disposition, quand on a envie de développer une application en mode traditionnel, ça va être au mieux, mais c'est très optimiste, quelques jours, sinon plutôt des semaines ou 2 mois, entre le moment où le développeur d'application va demander cette ressource-là et le moment où les équipes réseau, infrastructure, sécurité, data center, interne ou externe, vont lui fournir cette ressource pour qu'il puisse coder cette application. Sur les applications modernes, on passe vraiment à une autre échelle. Là, on est en train de penser à des cas d'usage qui sont détaillés là sous forme de petites icônes. Donc du transport, quand je parle de transport, et là je cite des entreprises qui sont des clients AWS, on peut penser par exemple à des Uber. Diffusion média, Netflix, vous savez tous que Netflix a ses infrastructures entièrement sur AWS. Médias sociaux, Pinterest, un de nos clients depuis un bon moment d'ailleurs, qui est connu pour gérer ses infrastructures de manière très automatisée avec des équipes d'infrastructures extrêmement réduites. Et puis, applications de rencontres, aussi applications massives, dont le célèbre Tinder qui utilise AWS massivement. Donc ce type d'application, une fois qu'on a évoqué ces quelques références, on comprend aisément qu'on est sur des millions d'utilisateurs, sur des volumes de données beaucoup plus grands, sur des accès qui sont complètement globalisés depuis différents types de devices, donc terminaux mobiles, navigateurs ou autres. Et là, on va commencer à devenir très exigeant sur ce type de modèle de business sur la performance. On va avoir des cadences de millions de requêtes potentiellement simultanément et on va avoir des réponses très rapides. On va dire millisecondes, microsecondes si on part sur des bases mémoire, mais c'est le type de réponse qu'on veut avoir. Pourquoi? Parce que ne pas répondre suffisamment vite signifie perdre une opportunité de business, puisque les utilisateurs, en particulier dans ces marchés que j'évoquais, sont extrêmement volatiles. Donc dans ces applications modernes, il faut être encore plus réactif. Et on va avoir un paiement à l'usage, donc une facturation adaptée, donc une possibilité de passer à l'échelle, pourquoi pas encore en faisant du scale-up, donc en transformant ces instances, ces serveurs de base de données en serveurs plus puissants, mais une première chose, de le faire dans l'autre sens, donc de réduire ce périmètre, et puis de plus en plus, on a des bonnes architectures modernes qui vont être capables de passer à l'échelle de manière horizontale, donc ça s'appelle du scale-out et du scale-in. Donc c'est rajouter de la capacité, typiquement rajouter des serveurs de base de données, mais aussi de recouper cette capacité pour pouvoir suivre l'évolution du trafic. La mise à disposition, aujourd'hui, un développeur s'attend à avoir la capacité de mettre en œuvre un moteur de base de données au bout d'une API. Un appel d'API, peut-être attendre quelques minutes et ensuite avoir toujours cette ressource disponible pour pouvoir expérimenter et plus tard la mettre en production. Voilà un petit peu le paysage des différents types d'applications. Donc nos amis les développeurs, justement, ceux qui vont aller mettre en place toute cette logique applicative qui va utiliser ces bases de données et qui va permettre d'en extraire vraiment de la valeur. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, nos développeurs? Ils vont découper les applications, faire du divide and conquer, donc découper les applications complexes en microservices. Qu'est-ce que ça va permettre de découper? C'est pas juste pour le plaisir, c'est de pouvoir choisir pour chaque pan, chaque aspect de la fonctionnalité, le meilleur outil. Donc le meilleur outil, ça peut être bien sûr le langage de programmation ou des différentes bibliothèques logicielles ou frameworks qui peuvent y être associés. Mais aussi et surtout, les différents types de bases de données qui vont sous-tendre ces microservices, du moins ceux qui auront du stockage persistant, ça risque d'en être une forte partie, et donc de choisir des stockages qui vont être vraiment adaptés à chaque besoin, donc chaque microservice potentiellement son stockage. On va atterrir comme ça sur des applications qui vont être bien découpées, bien architecturées, qui vont pouvoir évoluer à différentes vitesses. Évoluer en termes de fonctionnalité sur chaque microservice ou évoluer aussi en termes d'échelle. Le résultat de tout ça, c'est qu'on va se retrouver avec des applications qui sont
fortement distribués, fortement répartis, des systèmes qui sont répartis par essence, et donc des bases de données très diverses adaptées à ces systèmes-là. Une petite parenthèse rapide pour dire que chez Amazon, c'est vraiment une transformation qu'on a vécue il y a déjà un moment. Au départ d'Amazon, nous avions une énorme application écrite en natif, en C, donc un monolithe. Ce monolithe, avec une seule base de données de type relationnel derrière, nous a permis de croître pendant nos premières années. Et il s'est avéré ensuite évident qu'il fallait passer par une approche. À l'époque, on appelait ça plutôt du SOA, du Service Oriented Architecture, donc des architectures orientées services. Donc on peut rapprocher ça des microservices. Et donc on a éclaté nos infrastructures pour pouvoir et nos logiciels pour pouvoir justement passer à l'échelle et arriver à servir une demande de plus en plus importante et une capacité à itérer sur les fonctionnalités à l'époque du site Amazon.com qui était impossible à faire avec les temps de mise en œuvre, de déploiement et tout simplement de compilation d'un énorme monolithe développeur natif. Donc voilà pour les approches de développeurs. Alors quand on est aussi souple, aussi bien architecturé, ça devient évident, comme le dit si bien notre CTO, Monsieur Werner Vogels, qu'un type de solution unique, finalement, le one size fits all, la taille unique, ça ne va à personne. Personne n'est à l'aise là-dedans. Donc cette vision classique de la base de données, comme on le voit sur l'image, comme quelque chose de très rassurant, très unique, solide, sur lequel gravitent toutes les applications. En fait, on passe sur une approche complètement duale, où on a un éclatement selon les différentes fonctionnalités, et on aura des bases de données qui vont venir servir, qui vont être tributaires de ces différents besoins, et donc qui vont être le plus adaptés aux différents aspects. Si on parle d'un Amazon, par exemple, on peut parler du panier qui permet de parler les commandes, d'inventaire, de la gestion logistique, du transport, de la livraison, des recommandations sur le site. Voilà, autant les services de paiement, autant de services qui sont nécessaires pour construire cette expérience e-commerce et qui vont être distribués à travers donc plusieurs services, je me répète, et des stockages qui sont adaptés. Donc voilà pour cette première partie. On va attaquer maintenant les solutions qu'on vous propose aujourd'hui dans le cloud AWS, des solutions donc sur mesure. Alors quand on va visiter nos clients, et j'ai la chance de le faire assez régulièrement, voire très régulièrement, et on pose la question, première fois qu'on se voit, pourquoi avez-vous choisi cette base de données X ou Y? Voilà, tout simplement une question très basique. On entend un peu trop souvent nous avons entendu dire que la solution X est la meilleure pour les nouveaux projets. Donc il n'y a pas vraiment le processus d'aller essayer cette solution, mais voilà, nous en avons entendu, c'est ce qui se dit. Ou alors, autre raison lourde, nous avons une licence de site, entre parenthèses, qui nous a coûté un bras, pour cette solution X. Et donc, maintenant, on n'a pas tellement le choix, puisque voilà, on a payé, on est un petit peu prisonnier de cette solution. Voilà, on va l'utiliser. Il faut qu'on rentabilise les décisions qu'on a prises et qu'on a héritées peut-être depuis 5 ou 10 ans. Tout simplement, nous utilisions la solution X et puis voilà, on ne s'est pas posé la question. On utilisait déjà ça. Donc, on va rester là-dessus. Et puis enfin, nous ne sommes pas vraiment formés. Nous sommes uniquement formés sur cette solution ponctuelle, donc déjà on la connaît à peu près, c'est compliqué à mettre en œuvre, donc voilà, restons là-dessus parce que voilà, c'est quelque chose qu'on connaît, on n'est pas sûr que ce soit optimal, mais ce serait pour nous trop complexe, trop risqué d'aller explorer ailleurs, donc restons sur ce qu'on a expérimenté, au moins on connaît les problèmes. Nous, on se permet de dire chez AWS que c'est la mauvaise approche, que c'est pas comme ça qu'il faut penser les choses et qu'il faut attaquer les choses. Et tout notre travail consiste à transformer ces process de décision vers des choses qui ressemblent plus à ça. C'est ce qu'on aimerait entendre. Cette base de données est conçue pour répondre au mieux aux besoins de mon application. Voilà la bonne réponse. Il y a un besoin chez le client, un besoin d'explorer, un besoin qui est déjà plus concret. Ça se décline sur un nombre de besoins techniques, dont un besoin qui est lié aux bases de données. Eh bien, parmi toutes les solutions disponibles chez un cloud AWS, eh bien, je vais choisir celle qui correspond le mieux. Voilà la seule bonne approche pour choisir votre solution. On va rentrer dans le vif du sujet. On va passer un petit peu de temps, peut-être sur ce slide.
Donc là, on présente une grande partie, mais une partie des solutions de bases de données qui sont disponibles aujourd'hui. Et donc, on va détailler un petit peu les cas d'usage. Volontairement, vous allez voir le nom, l'acronyme du service AWS, il est tout en bas. Donc, vous pourrez lire Aurora, RDS, DynamoDB, DocumentDB, etc. MQLDB. Donc, ça, ce sont les noms des services. À la limite, ce qui est important, c'est la partie haute de ce slide, c'est vraiment les cas d'usage et les besoins auxquels ils répondent. Ensuite, c'est des noms de code que vous apprendrez à apprécier, plus vous connaîtrez la plateforme AWS. Donc, on commence par le commencement, donc les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, les GBDR. Ce n'est pas parce que c'est une technologie, on va dire, historique, qu'elle n'est pas tout aussi utile aujourd'hui pour les cas pour lesquels elle est adaptée. Donc, déjà, quand on est en train de migrer des applications existantes sur le cloud, très souvent, elles reposent sur des bases de données relationnelles. Donc, on se doit de supporter ces besoins-là. Et ensuite, elle propose un certain nombre d'avantages. Et genre des schémas qui assurent une intégrité des données et une intégrité référentielle en particulier. Donc, ce type d'algèbre relationnelle donne de bonnes garanties, cette rigidité donne de bonnes garanties sur la structure des données. Ça fait toujours ça qui n'a pas à être géré par du code applicatif. Donc, ça donne vraiment un point dur de structuration des données. Autre aspect extrêmement important, c'est tout ce qui est transaction acide, n'est-ce pas? Donc, acide en anglais pour Atomic, Consistent, Isolated et Durable. Donc, voilà les caractéristiques, donc l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité. Donc, ce sont des caractéristiques très fortes, très utiles dans ce qu'on appelle les systèmes transactionnels, notamment, par exemple, dans la finance, mais dans d'autres, vous voyez quelques exemples de cas d'usage. Donc, on va retrouver ce type de cas d'usage chez la plupart de nos clients à différents degrés. Deuxième type de solution, les solutions de type clé-valeur. Alors là, on va être très proche de ce que j'appelais tout à l'heure, donc des exigences des applications modernes, des bases de données modernes. C'est-à-dire, on aura des très fortes charges en termes de requêtes, on parle de millions de requêtes par seconde, et on voudra y répondre, que ce soit d'ailleurs en écriture ou en lecture, avec des latences très très basses. Donc des latences très très basses, de l'ordre de quelques millisecondes. Donc ceci, voilà, de manière transparente au fur et à mesure que les volumes stockés grossissent. C'est exactement ce que fait un produit comme DynamoDB. C'est la technologie qui sous-tend le panier Amazon que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir gérer énormément de requêtes avec de la fiabilité. Quand on écrit, c'est bien durable. Et pour autant, on n'a pas forcément besoin de faire une interrogation de type SQL complexe. Ça nous permet de relâcher un certain nombre de contraintes, et ce qui se cache derrière, c'est ce type d'approche clé-valeur, c'est que ça permet de faire quelque chose qui est un peu contre nature, du relationnel, c'est-à-dire de faire du sharding, de l'éclatement. Donc dans des bases qui ont des interfaces type clé-valeur, ça va venir tout naturellement la possibilité, l'axe de passage à l'échelle en multipliant la quantité de serveurs. Donc c'est quelque chose qui est assez artificiel sur les bases de données relationnelles qui vont atteindre vite leurs limites. Sur des bases clé-valeur, on va pouvoir très facilement, de par leur construction et leur design, pouvoir les passer à l'échelle en rajoutant de manière horizontale des serveurs. Donc c'est exactement ce type d'approche. En accélérant un petit peu notre base de données très très populaire, les bases de données documents qui viennent beaucoup du monde du développement. Donc pensez forcément à MongoDB qui existe maintenant sous forme managée chez nous via DocumentDB. Donc ce sont des bases qui permettent d'être très très souples dans le mode d'interrogation et de stockage. Un petit peu à l'opposé des bases relationnelles, ou de manière complémentaire si on préfère. Donc on va pouvoir stocker des données qui ont des profils très variables, donc qui ne contiennent pas forcément les mêmes caractéristiques et les mêmes éléments. Et on va surtout pouvoir les interroger selon des axes très variables. J'ai d'un nom d'utilisateur, mais je ne l'ai pas tout le temps, donc je peux interroger l'ensemble de la base sur un user ID ou sur un nom d'utilisateur ou sur un email, alors que je n'ai pas forcément l'email qui est renseigné partout. Et ça de manière très transparente, donc ça permet de vraiment être très souple dans le mode d'interrogation. Les bases de données de type mémoire qui arrivent vraiment en force depuis quelques années et qui permettent essentiellement d'avoir des approches extrêmement rapides, notamment avec des caches. La preuve, sur notre produit DynamoDB, on a rajouté ce qu'on appelle un accélérateur DAX, qui est la possibilité de mettre de manière très facile du cache devant DynamoDB. Base de données graph.
on pense tout de suite, un cas d'usage évident, c'est les réseaux sociaux. Donc là, encore une fois, on change la manière de réfléchir. On se dit, l'important, c'est pas tellement la donnée elle-même, c'est les relations entre les données. Donc voilà, vous pensez à n'importe quel type de réseau social, on va aller vers des bases graphes. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas faire du graphe sur du relationnel. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas adapté, ça va coûter plus cher, ça va être plus complexe et ça va marcher moins bien. C'est pour ça qu'on propose toutes ces solutions sur mesure. Et puis enfin, quelques solutions qui sont déjà en preview chez nous. Donc les time series. On pense aux applications par exemple Internet des objets où on a des mesures de température, de pression, de localisation ou autres qui sont indexées et qu'on a envie de parcourir via la donnée temps. Encore une fois, on a fait des time series sur différents types de bases. Aujourd'hui, on sent un produit complètement géré et managé sur les time series qui permettent d'être plus efficace dans la collecte, stockage, traitement de ce type de données de manière optimale puisque les implémentations sont adaptées à ce type de modèle et ce type de requêtage. Et enfin, on va évoquer tout ce qui est le besoin de registres. Donc, le type de cas d'usage, c'est par exemple, dans la finance, on prend un cas volontairement simple d'un compte, un compte courant. Le compte courant, voilà, il y a forcément quelque part une base de données qui va nous dire quel est le solde, c'est important, mais ce n'est qu'une partie de la réponse aux besoins, parce qu'on a envie d'avoir un historique complet de toutes les opérations sur ce solde, qui sont tout aussi importantes que ce solde lui-même, c'est-à-dire comment on est arrivé à l'état d'aujourd'hui. Et on veut que cet historique soit complet, qu'il soit immuable, qu'on ne puisse pas le modifier, et qu'il soit vérifiable. Donc il y a des méthodes, souvent des méthodes de type cryptographique, pour pouvoir vérifier que l'historique du compte n'a pas été modifié. D'autres cas d'usage, ça peut être de la chaîne logistique, ça peut être dans la santé, ça peut être le traçage des composants dans le manufacturing. Si on est obligé de faire un rappel de produit, on va à partir de quoi il est construit, donc quelles ont été les étapes, donc de tracer toutes les opérations qui ont conduit à l'état courant. Donc dans cette optique-là, on a une offre qui est en preview aujourd'hui, qui s'appelle QLDB, Quantum Ledger Database, qui fait exactement cela de manière très simple avec une API adaptée. Donc voilà pour on va dire le côté base de données très classique. Je vais dire un mot rapidement sur les solutions plutôt pour de l'analyse de données. Donc deux éléments. Donc notre service Elasticsearch, donc complètement managé, qui est utilisé par nos clients essentiellement pour de l'analyse de logs, d'en faire de la recherche full text et puis de la supervision d'applications. Donc c'est très utilisé dans ce type de réponse à des besoins infrastructures, pas que, mais c'est un cas d'usage très populaire. Et puis surtout, notre offre de stockage en base colonne, solution Redshift et Spectrum. Donc Redshift, ça existe depuis un bon moment maintenant. Ça a été pendant longtemps notre service avec la plus forte croissance, aujourd'hui détrôné par Aurora, un autre service de base de données, mais plutôt dans du transactionnel. Donc, ce que ça va vous permettre, c'est d'accéder aux fonctionnalités de type entrepôt des données. On est en train de parler de pétabytes de données, voire avec du Spectrum au-delà, puisqu'on se permet d'intégrer un data lake derrière. Ce type de solution, avant Redshift, était vraiment réservé à des structures et des organisations qui avaient la capacité de faire des investissements énormes en amont, des solutions très coûteuses qui partaient tout de suite et dimensionnées très fortement. Aujourd'hui, n'importe qui, de la start-up, encore une fois, au groupe multinational, est capable, via notre offre Redshift, d'accéder aux fonctionnalités d'un entrepôt de données. Donc, faire de l'analytique et surtout avoir au même endroit l'ensemble de données sur lesquelles on veut travailler et sur lesquelles on veut faire de la business intelligence. On peut faire ça sur des bases plus classiques. Elles sont moins performantes, moins adaptées à de l'analytique et surtout, elles ne vont pas vous permettre d'avoir des pétabytes au même endroit simultanément. Donc, voilà l'intérêt d'avoir une approche en paiement à l'usage sur de l'entrepôt de données. D'ailleurs, puisqu'on parle de coûts, je vais faire un très rapide zoom sur Redshift. Donc, vous pouvez essayer Redshift gratuitement pendant 2 mois aujourd'hui. Connectez-vous sur le site, tout est vraiment expliqué. Vous tapez AWS Redshift, on va directement dessus. C'est une offre qui bénéficie, comme toutes les autres offres que je viens d'évoquer, des aspects sécurité et conformité qui ne sont pas le focus de cette présentation, mais qui sont toujours notre première priorité chez Amazon. Donc des certifications de sécurité et de conformité disponibles sur l'ensemble de la plateforme. Et surtout, le point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il y a une intégration très poussée avec les outils du marché,
via des pilotes natifs ou du JDBC ODBC. Alors là, c'est un petit peu petit sur ce slide, mais on arrive quand même à voir la variété donc des solutions tierces qui vont être capables de se connecter à du Redshift. Donc, voilà, je ne veux citer personne particulièrement pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Je vous laisse regarder ça. Mais en tout cas, c'est extrêmement facile avec une interface à laquelle plutôt vos analystes sont habitués d'aller vous connecter sur du Redshift en mode paiement à l'usage avec un essai qui peut être gratuit pendant 2 mois et donc de commencer à explorer ce que c'est qu'un entrepôt de données vraiment à l'échelle sur le cloud. On va passer sur les outils de migration. Donc, on a évoqué un certain nombre de solutions. Aujourd'hui, pour certains d'entre vous du moins, vous avez peut-être de l'existant que vous avez envie d'amener sur le cloud. Vous avez envie de prendre ces données qui sont un peu prisonnières, peut-être dans des moteurs legacy qui ne sont pas forcément adaptés. Prendre ces données, les transformer, peut-être les adapter, et puis les amener dans des solutions que je viens de vous décrire. Alors, on ne vous laisse pas tout seul. On vous aide dans ces processus de migration de plein de manières différentes. Alors, je vais commencer par vous parler de quelques solutions techniques. Et par la suite, Sébastien vous évoquera comment nos partenaires, par exemple, peuvent vous aider dans ces processus-là. Donc, je vais commencer par évoquer 2 outils. Donc, les petits noms sont DMS et SCT. Donc, le nom complet est AWS Schema Conversion Tool et AWS Database Migration Service. Donc, le SCT, le Schema Conversion Tool, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, de manière intelligente, on verra un aperçu, un petit screenshot tout à l'heure, il va formaliser et évaluer quelles seraient les transformations à faire quand on passe, par exemple, d'une base commerciale à une base open source ou compatible open source. Vous allez passer d'un Oracle à un Aurora avec Postgres, donc interface compatible Postgres. Il y a peut-être des fonctionnalités au niveau du schéma, de la description de la typologie des données qui ne sont pas complètement les mêmes. Donc, le Schema Conversion Tool va vous permettre d'identifier où sont ces points durs. Pour ceux qui sont automatisables, il va vous proposer tout de suite une solution que vous pouvez exécuter pour avoir un schéma qui est compatible. Et pour les autres, il va simplement déjà vous permettre d'avoir une visualisation sur les points où vous devrez travailler, vous devrez investir des ressources pour faire cette conversion. Et donc, on peut faire ça de manière automatisée sur l'ensemble de votre parc de bases de données. Donc, voilà la valeur vraiment de ce schéma, de pouvoir l'exposer et agir pour vous aider à transformer et avoir des schémas compatibles avant d'attaquer ce que va vous aider à faire justement le Database Migration Service, qui va vous permettre justement de créer ces flots de copies, de réplication entre les différentes bases. Et on va en dire un petit peu plus tout à l'heure. Donc, Schema Conversion Tool, encore une fois, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans un niveau de détail technique extrême. C'est vraiment pour vous donner à vous tous un aperçu de ce qu'est notre offre dans cet axe-là, sur cet axe-là. Donc, voilà à quoi ressemble l'interface. Donc, sur la gauche, on peut lire en tout petit Oracle DW, donc un data warehouse, un entrepôt de données Oracle. Sur la droite, un Amazon Redshift que j'évoquais tout à l'heure. Et puis au milieu, le comparatif des schémas, donc en dessous, et sur la fenêtre centrale supérieure, une identification des différents points à traiter, différentes issues. Donc, par exemple, il y a des types de clés de partition qui ne peuvent pas être supportés, ou certains types d'index. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une console pour travailler un environnement finalement de développement pour ce schéma de conversion qui vous permet de traduire un schéma d'une base existante vers une nouvelle base. Donc pour le Database Migration Service, il va venir juste après, comme on peut le voir sur ce schéma. Donc la première étape, ici dans cet exemple-là, on est en train de migrer du SQL Server de Microsoft vers notre offre RDS, que j'évoque depuis tout à l'heure. RDS, ça veut dire Relational Database Service, donc qui va vous permettre d'avoir du PostgreSQL managé. Donc on est en train de faire cette migration-là. Le SCT va être mis en œuvre pour traduire les schémas et être sûr qu'on sera prêt à recevoir les données. Et ensuite, on va lancer une migration via le Database Migration Service, le DMS. Donc, ça permet de démarrer très très vite. Une fois qu'on a fait l'opération de conversion de schéma, en moins de 10 minutes, on va lancer une instance du service DMS qui va permettre d'établir le flow, de garder les applications up
pendant ce processus-là. Et puis ça va répliquer, comme c'est détaillé, entre du RDS et de l'EC2, depuis de l'EC2 vers du RDS. Enfin, c'est vraiment extrêmement souple la manière dont on va pouvoir répliquer les choses. Et le but final, ça va être, comme je l'évoquais au départ, pourquoi ces outils de migration, de pouvoir changer de moteur de base de données, changer des typologies de base de données. Et donc, encore une fois, on revient toujours au début, d'avoir le moteur avec les fonctionnalités les plus adaptées à vos besoins. Donc, les cas d'usage, moderniser, migrer, répliquer. Donc, modernisation, je ne vous fais pas la lecture des différents chemins de modernisation, mais en tout cas, aller vers des bases de données propriétaires, fermées, extrêmement coûteuses, vers des solutions plus ouvertes dans le cloud. Migration de données, même aller vers du NoSQL vers du SQL ou inversement, ou changer même entre bases NoSQL, puisqu'on arrive aussi dans ce type de cas. Et puis aussi, pour des questions de disponibilité, de créer des réplicas, parce que DMS peut aussi vous servir pour simplement, même en gardant la même technologie, le même moteur de base de données, avoir des instances séparées, donc avoir des réplications, par exemple, entre régions, entre plusieurs bases, adresser votre data lake, etc. Tout ce qui est mouvement de données avec un aspect base de données. Je tiens à passer, même si ce n'est que rapidement, sur cet outil, ce qu'on appelle WQF, donc Workload Qualification Framework. Donc, c'est un outil qui va un petit peu au-delà. Il va utiliser SCT. Donc, il y a quand même un ordre dans ce que je vous présente qui n'est pas tout à fait laissé au hasard. Donc, il va utiliser SCT, donc cette compression des schémas, mais ça va vous permettre vraiment d'automatiser l'exécution de SCT et d'évaluer l'effort, et on va voir quelques exemples de la manière dont il évalue l'effort. Donc, ce qu'il va faire, ce WQF, c'est qu'il va étudier donc, les efforts de transformation de schéma, les différentes technologies, la taille des bases et des tables qu'il y a dans les différentes bases. Il va vous faire un rapport, il va estimer l'effort, il va vous recommander des stratégies et des outils à utiliser. Donc SCT lui-même ou d'autres, et il va vous donner des instructions pas à pas qui sont exploitables par vos ingénieurs pour vraiment effectuer ces migrations-là. Ça paraît un peu haut niveau, mais on va être très concret. Je vais vous montrer quelques exemples de ce que peut faire WQF. Il va vraiment catégoriser en 5 catégories que nous avons définies. Le détail est dans la documentation en ligne de WQF, qui est elle-même dans la documentation de SCT. Donc c'est une sous-section. Donc il va catégoriser, donc en 5 catégories, les différentes bases. Est-ce que c'est quelque chose qui est simple à migrer parce qu'on est sur les interfaces classiques ODBC, JDBC? Est-ce que c'est quelque chose plutôt léger ou lourd en fonctionnalité propriétaire? Vous pouvez penser, pour vous faire une idée, à tout ce qui est procédure stockée. Donc est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup? Quels sont les types de fonctionnalités qu'elles invoquent dans le moteur actuel où vous hébergez vos données? Et puis, plus ça va, plus ça augmente. Sur du 4 ou du 5, on va être sur des choses plus difficiles à migrer, par exemple des choses spécifiques au moteur, des fonctionnalités, voire des couches entières de middleware qui sont très très liées à la base elle-même. Je pense que vous en avez tous fait l'expérience. Et donc, ça va devenir un peu compliqué à migrer jusqu'au niveau 5 où il y a un risque très très élevé, ou peut-être que la recommandation qu'on va vous faire après étude de ce rapport-là, avec vous, ça va être de vous dire non, ici, il n'y a pas vraiment de valeur à migrer, c'est trop risqué, c'est trop compliqué, il faut vraiment songer à l'avenir à recoder cette application avec des nouvelles technologies d'une manière moderne. Donc, quels sont les rapports qu'il va fournir? Il va les fournir sous forme web, ça va être exportable en Excel, donc je vous présente ici de l'Excel, donc il va vraiment vous dire, par exemple ici, c'est un workload de catégorie 3, alors on propose 2 types de migration, donc on va pouvoir le migrer vers du RDS MySQL ou du RDS PostgreSQL, et puis il va aller dans le détail en disant, voilà, on a analysé 2 schémas, on pense que 100% peut être déplacé, il y a dans ce cas-là 144 objets différents dans les schémas, et donc on va pouvoir aller creuser dans le détail. Et ce qu'il va faire surtout, c'est qu'il va donner une estimation de l'effort pour les différents rôles. Donc par exemple, un architecte migration, un développeur, une personne de l'assurance qualité, un project manager, et donc l'effort en termes de ressources. Donc voilà, vous pouvez mettre le nombre de personnes qui vont travailler dessus et l'effort par personne, et ça va calculer un effort total. Donc ici, si on va en bas à droite, on a un effort qui est évalué à 35 jours au total. Alors que si on part plutôt sur cette option-là, on va être sur 28 jours, donc on se rend compte que ça va être plus simple peut-être de migrer vers du Postgres que vers du MySQL, puisqu'on estime que le travail est moindre dans la conversion.
Donc, dernier point, de la documentation, toujours de la documentation. On a notre possibilité d'utiliser SCT pour convertir les schémas, DMS pour les données, mais on a aussi des playbooks que je vous invite à consulter sur notre site, donc qui vont vous donner vraiment de manière très adaptée à chaque type de migration, par exemple du Cassandra vers DynamoDB, pour en citer une de celles qui sont détaillées. Il va aller dans les fonctionnalités propriétaires et vous dire vraiment, c'est des documents qui font trentaine, quarantaine de pages, vous dire comment traduire ces fonctionnalités dans nos solutions. Résumé de ce qu'on vient d'évoquer, donc on n'y passe pas plus de temps. On a donc les différentes options de migration, les outils DMS, SCT, l'outillage natif, qui reste toujours valable, l'outillage natif qui est fourni par votre vendeur de base de données, qui vous permet de faire tout simplement des dump et des restore, par exemple. Des outils open source, et puis d'autres outils tierces que vous pouvez vous procurer, qui peuvent vous aider dans la transformation. Ce slide-là reste là, il sera mis à votre disposition comme référence. On ne va pas en dire plus. Je vais maintenant passer la main à Sébastien, qui va nous raconter vraiment comment tout ça se décline sur le terrain au jour le jour. Je me présente, je m'appelle Sébastien Nérieux, je suis le directeur technique et de l'innovation au sein du groupe Teamwork. Et j'ai la chance d'avoir été convié pour vous raconter un petit retour d'expérience autour de notre client, Opido, qui a fait le move vers AWS sur de la migration de base de données. Alors, qui est Opido pour commencer? Ça va donner un peu de contexte. Opido, c'est une société du groupe TMM, groupe qui est spécialisé dans les solutions logicielles du domaine médical. Opido, de façon plus spécifique, c'est un concepteur, développeur et éditeur de progiciels pour la gestion des EHPAD. Ils ont leur solution qui est en mode SaaS et qui se décline selon deux offres. D'une part, on va trouver une offre freemium qu'on appelle la solution Noom, donc qui offre un certain panel de fonctionnalités et, comme son nom l'indique, qui est gratuite, et une offre premium nommée la solution Novaxium, qui elle contient l'ensemble des modules et des fonctionnalités et qui est elle dédiée à un client. Chose intéressante autour d'Opido, c'est que de par leur approche SaaS, ils ont un panel de clients très large qui vont de l'EHPAD indépendant, hors de tout groupe, jusqu'aux grands noms de la silver economy comme Orpea. Maintenant que vous avez le contexte du client, vous connaissez un peu mieux, je vais vous raconter un peu le contexte plus technique et du projet qu'on a mené pour eux. Donc, la solution tournait à la base sur une base de données propriétaire bien connue et était hébergée sur un cloud privé, cloud entre guillemets, mais voilà. C'était la situation initiale. Qu'est-ce qui a déclenché notre intervention et le projet chez eux? Ça a été vraiment le lancement de l'offre freemium. Pourquoi? Parce que avoir une offre qui est gratuite imposait un changement de business model de leur côté et donc de vraiment avoir une approche pay as you grow. Le côté investissement avant d'avoir quoi que ce soit n'était plus envisageable pour eux. Autre enjeu, la disponibilité. Avec des grands comptes, comme je vous ai dit, et des grands clients comme Orpea, une EHPAD, ça tourne 24/7. Quand on a une solution de gestion, il y avait vraiment un enjeu de disponibilité que leur hébergement et leur solution actuelle ne permettaient pas d'assurer. Enfin, quand on a l'ensemble des fonctionnalités, il est possible pour les utilisateurs de stocker des données de santé, ce qui nécessite le fameux agrément HDS sur lequel on va revenir. Pourquoi avoir choisi AWS ? Donc nous, on a fait l'étude avec eux, on les a accompagnés sur ce projet, au départ même sur l'étude, avant de passer sur la partie technique. Et on a fait la migration vers AWS, pourquoi ? Tout simplement, déjà, pour leur offre freemium, il y a ce motto de base d'AWS qui est le paiement à l'usage. Et là, ça collait 100% avec leurs besoins. Ensuite, Damien vous a fait une présentation. Il y a énormément de services de base de données, un choix relativement vaste.
qui sont basés sur des moteurs ouverts et en plus très performants comme Aurora. Ensuite, la plateforme permet également d'assurer d'assurer une scalabilité, parce que là on parle beaucoup de bases de données, mais devant il y a des serveurs applicatifs. Ces serveurs applicatifs, on avait les mêmes enjeux qui se posaient, donc savoir la scalabilité, le pay-as-you-grow. Et puis on avait aussi, comme tout of SaaS, un gros besoin d'automatisation pour pouvoir faire des déploiements dans nos environnements, gérer des tenants, automatiser les livraisons et améliorer le time to market. Et enfin, la cerise sur le gâteau, l'agrément HDS, donc, qui a été obtenu en France début 2019 par AWS et avec lesquels on discutait depuis un moment pour avoir cette roadmap. Donc voilà, et ça a vraiment été aussi un facteur très très important d'acceptation et de choix pour AWS. Au niveau teamwork, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait, comme je vous disais, la partie étude, l'étude de choix sur la plateforme sur laquelle aller. Mais bien avant ça, même, on a travaillé avec eux sur leur plateforme propriétaire pour comprendre leur application et pouvoir les accompagner dans la migration. Notre travail s'est basé sur l'architecture de la landing zone en termes de sécurité, traçabilité, scalabilité, résilience. Donc on a vraiment travaillé pour adresser tous les points, tous les objectifs qu'on s'était fixés à la base. On a évidemment fait la migration de leur base de données propriétaire bien connue vers de l'Aurora au format PostgreSQL. Et on a également, je vous parlais d'automatisation, de scalabilité, travaillé tout ce qui allait être les pipelines DevOps. Pourquoi? Pour assurer cette disponibilité de l'application, parce que c'est l'application qui compte et pas l'infrastructure. On a travaillé la notion de CI/CD pour qu'ils puissent livrer de nouvelles fonctionnalités plus vite, sans impact, ou avec le minimum d'impact en tout cas. Et puis, maintenant que la solution est en prod, on assure le support pour notre client en mode 24/7. Quels ont été les résultats de cette migration et les avantages? Premier avantage qu'on a ressorti de ce projet, et vous le noterez, ce n'était pas forcément un sujet à la base, la notion de coût. La notion de coût était plus une question de pay-as-you-grow, donc de progressivité, que de coût en tant que tel. Cependant, en faisant cette migration, on a également on a assuré une diminution de 75% des coûts, et forcément la progressivité en commençant petit et avec la possibilité de grossir, d'ajouter des serveurs applicatifs. En termes de disponibilité, on a actuellement, via le design qu'on a implémenté et la sécurité intrinsèque notamment de la solution Aurora, la disponibilité de la solution Aurora, on est proche des 100%. Je dis proche pour une simple raison, c'est qu'on reste sur un système de base de données relationnel, donc avec un schéma, et donc on a encore quelques livraisons de fonctionnalités qui ne peuvent pas être faites de façon complètement transparente. Et enfin, le time to market, quand on a un nouveau client, là aussi, Damien en parlait tout à l'heure, ça a changé drastiquement. Quand on a un nouveau tenant à créer, on est sur un provisioning de l'ordre de la seconde. Quand on a un nouvel environnement dédié à provisionner, on est sur quelques minutes de latence pour le client, alors que là où on était sur plusieurs jours avant pour mettre en place un environnement. J'espère avoir été assez clair. Et sur ce, je vais redonner la main à Damian sur le programme Database Freedom. Merci. On a un tout petit peu dépassé du temps. Donc je vais accélérer un peu sur cette dernière partie. Mais je tiens quand même à ce qu'on en discute ensemble. Donc Database Freedom, je l'ai annoncé au départ, donc c'est une approche programmatique, un ensemble d'initiatives pour vous aider à vous libérer des contraintes que vous avez aujourd'hui sur vos systèmes de base de données. C'est aussi simple que ça. Alors, ces contraintes, je les ai évoquées, on les rappelle ici un petit peu plus fortement. Donc le coût, simplement, c'est souvent associé à coût élevé. On a une base de données, c'est le centre de coût. C'est le centre de coût de mon application, de mon infrastructure. Attention, c'est délicat, etc. Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça à l'ère du cloud. Propriétaire, ça veut dire pas de standard, pas d'interface standard, pas de langage standard pour des procédures stockées, mais encore plus pour les protocoles d'interaction. Donc ça veut dire que c'est difficile d'en changer.
Et donc, on est verrouillé, cet aspect lock-in. Et puis ce lock-in, il n'est souvent pas que technique, puisque on a des coûts de licence qu'on a envie d'appeler punitifs. On s'est dit, j'ai choisi cette solution, elle me plaît, elle répond à mon besoin. Pourquoi, derrière, il faut que je sois puni en termes de coûts, avec non seulement des coûts de licence, mais des modalités et des clauses dans les licences qui sont vraiment punitives et qui vont à l'encontre de tout ce qui est flexibilité, agilité, tout ce qu'on essaye justement de mettre en place aujourd'hui dans tout type d'activité, en particulier dans les départements IT, mais pas que. Et puis, les fameux audits, au moment où on en a le moins besoin, voilà, il faut tout arrêter, il faut mobiliser des ressources, votre vendeur arrive, attention, on va auditer vos licences, on va voir si vous avez fait bien comme on vous avait dit qu'il fallait faire. Donc voilà, bloquer des équipes techniques, des personnes qui ont des compétences très rares et justement très coûteuses au sein de l'entreprise pour aller les mobiliser et faire un audit assez pénible et souvent assez manuel et voir si voilà, on est vraiment dans les clous. Nous, chez AWS, on pense que ce n'est pas ça que de proposer de la technologie et des approches qui aident le client. Donc, pour vous aider à sortir de tout ça, il y a ce magnifique chevalier avec une épée et une cape, donc Database Freedom. Dès à présent, je vous invite à aller regarder les détails sur l'URL qui s'affiche. Donc, Database Freedom vise à accélérer votre sortie des bases de données commerciales, essentiellement Oracle et Microsoft SQL Server, et d'aller vers des services qui sont plus ouverts, éventuellement des services open source qui vont tourner dans le cloud AWS. Alors, en quoi ça consiste ? 3 pans, innovation, expertise et programme. Innovation, je pense que, ou du moins j'espère vous en avoir convaincu dans la première partie de la présentation, les outils, donc les outils de migration, DMS, SCT, WQF, les services de base de données de type RDS ou Aurora qui sont soit des versions gérées de moteurs de base de données traditionnels, du RDS Postgres ou MySQL, soit pour Aurora, des moteurs qui sont vraiment adaptés au cloud, ils profitent pleinement des capacités d'AWS, mais qui ont des interfaces qui sont compatibles Postgres ou MySQL, donc qui permettent d'être très légers au niveau de l'adhérence. Et puis, si vous décidez d'aller simplement porter vos bases de données sur des instances EC2, sur des machines virtuelles dans le cloud AWS, eh bien, la gamme des instances ne cesse de croître et vous avez de plus en plus un bon retour sur investissement, sur la puissance de la machine par rapport à son coût, vous avez ce paiement à l'usage, et donc ça vous permet le maximum de flexibilité, et surtout ça vous permet d'aller vers des serveurs plus puissants ou moins puissants de manière très dynamique, de faire ce qu'on appelle du right sizing, de trouver la bonne taille pour vos bases de données. Au niveau de l'expertise, on a eu un bel exemple avec Sébastien et Teamwork. Nous avons aussi de notre côté des consultants de notre organisme Professional Services qui peuvent venir en complément des partenaires, vous aider. Nous avons une offre qui est de plus en plus riche, de plus en plus structurée de formation. Donc des formateurs AWS ou des partenaires qui sont capables de délivrer des formations sur différents sujets, qui couvrent aussi bien sûr les bases de données comme sujet clé. Donc des méthodologies et des bonnes pratiques, on parlait tout à l'heure des documents qui sont disponibles, des recommandations via des outils encore une fois WQF, des modèles tout prêts d'architecture vers lesquels on peut aller, qui couvrent l'aspect base de données mais aussi beaucoup plus. Et puis pour ce programme Database Freedom, il y a un autre aspect aussi, c'est que dans ce type de projet, on va souvent passer par un proof of concept. Donc on va vouloir valider effectivement que notre corpus de data, il va bien pouvoir être migré, on va peut-être en migrer une partie, que nos opérations qui étaient parfois natives à un moteur existant vont rester valables. Donc on va passer par cette phase proof of concept pour être sûr, même sur une sous-partie des données, que ça va être faisable. Et donc ce proof of concept, il va avoir un coût. Même s'il est à l'usage, il y aura un coût sur AWS et vous allez probablement vous faire accompagner par un partenaire qui a une expertise vraiment forte à la fois en base de données et en AWS pour donc monter ce proof of concept. Eh bien, sur ces deux aspects-là, aussi bien sur les interventions partenaires que sur la consommation sur la plateforme, nous, on va investir côté AWS. Donc, ça va prendre la forme donc, du financement de proof of concept auprès des partenaires donc, qui vont vouloir donc, vous aider
gratuitement. Et puis des crédits sur la plateforme pour que ça ne vous coûte rien d'aller faire ces premiers proof of concept. Et puis ensuite, vous allez pouvoir monter en puissance en ayant l'assurance que ça va marcher, que fonctionnellement, tout ça est couvert. Donc voilà vraiment les éléments essentiels du Database Freedom. On arrive vers la fin. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit. C'est toujours, je le pense, très utile. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de vous dire aujourd'hui? Que chez AWS, on pense que la manière d'adresser les problématiques de base de données et de répondre aux besoins de nos clients sur ces aspects-là, c'est d'avoir des services qui sont sur mesure, qui sont conçus pour le cloud et pour l'explosion de la quantité et de la complexité du traitement des données. C'est ce qu'on essaie de vous fournir. On a un portefeuille de services qui est très large. Ces services sont très simples d'utilisation. Ils sont managés, pour certains, ils deviennent complètement serverless, comme un DynamoDB par exemple, où vraiment, ce que vous voulez, ce n'est pas plus vraiment un moteur de base de données, vous voulez une API et derrière des fonctionnalités de type base de données. Le fait de gérer toute la partie lourde, complexe, infrastructure matérielle, installation des logiciels, ça ne vous apporte aucune valeur, c'est aucun différenciant par rapport, par exemple, à vos concurrents dans le secteur. Et puis, les services de migration, on n'est pas juste en train de pointer vers ce qui peut être l'avenir des bases de données dans le cloud AWS. On est bien conscient qu'il y a de l'existant, qu'il y a un besoin d'exploiter cet existant, bien sûr. Et donc, on vous prend par la main, on vous aide avec des programmes comme Database Freedom à arriver dans le cloud de la meilleure manière possible. Un slide de référence. On ne va pas le détailler ici. Je pense qu'il est très utile. Il vous permet, en fonction de votre situation courante, donc nouvelle application, données chronologiques, data warehouse, de trouver, donc de faire une traduction et de comprendre quelle est la meilleure solution côté cloud AWS. Donc c'est certainement, et je l'espère, un slide auquel vous allez vous référer plus tard, après, en réfléchissant à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Comme je vous disais tout à l'heure, on a été un petit peu long. Je vous avais promis des questions-réponses interactives à la fin. Je sais qu'il y a déjà eu des réponses donc, qui ont été faites au fil de l'eau. On tient chez AWS à respecter votre temps. On avait dit 1 heure, donc on va s'arrêter au bout d'1 heure. Donc pour plus d'informations, plusieurs choses. Déjà, les questions qui ont été posées donc via notre outil de webinaire, on y répondra. On reviendra vers vous individuellement pour vraiment traiter toutes les questions. Notre site, on a énormément et de plus en plus d'informations qui est disponible librement sur Internet. Il ne faut pas s'inscrire, il ne faut rien faire. Il faut juste se connecter, lire cette information-là qui est plutôt de très bonne qualité, si j'en crois les retours clients, qui est pléthorique. Et puis, pour aller encore un peu plus loin, contactez votre représentant local AWS. Si vous n'en avez pas un, allez sur le bouton « Contactez-moi » du site et quelqu'un va revenir vers vous pour avoir une conversation vraiment adaptée et aller plus loin. Si vous voulez prendre le temps, ce midi, allez jeter un œil au post de Werner Vogel sur son blog donc de juin 2018 sur justement cette problématique que une seule typologie de base ne correspond pas forcément à tout le monde. Il revient vraiment plus en profondeur sur les aspects techniques. Je trouve qu'il est assez intéressant. J'ai pris le temps de le parcourir avant de vous parler ce matin. On arrive vraiment sur l'heure. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec Sébastien, avec moi-même. On essaiera de vous répondre dans les meilleurs délais. Et puis, à bientôt sur AWS. Merci.